que c'était celle qui était la plus répandue, et qu'on parle du principe, c'était la traduction du Père était celle qui était la plus répandue, et en plus c'était celle qui avait constitué la langue allemande. Contrairement à la France, l'allemand est né de la traduction de la Bible de Luther. Et donc, même en dehors des questions théologiques, c'est par rapport à cette langue-là qu'il fallait se placer. Deuxièmement, pour le latin, ça pour eux c'est des cathos, hein, c'est la langue des catholiques, la contre-réforme, etc. Donc ça ne les intéresse pas. Il y a pas mal de traductions parce que justement, quand on est en Allemagne, les catholiques voient bien ce qui se passe chez les protestants et chez les juifs, et les traductions, même en milieu catholique, sont extrêmement intéressantes, mais pour le cas qui nous occupe, c'est vraiment, c'est pas la problème, c'est pas. En revanche, alors, le retour au texte de la traduction, donc au texte hébraïque qui nous a été transmis, alors c'est justement là où Buber et Rosenzweig sont incollables, parce qu'ils disent c'est par ça qu'il faut commencer, tout le reste c'est l'agneau, c'est pas, y compris même, et ça c'est intéressant pour le juif, y compris même les commentaires du Talmud et y compris la traduction qui est après ce texte en hébreu. Lévinas, d'ailleurs, une ou deux fois, le dit avec un sourire, mais en disant, mais quand on écoute Buber, on a l'impression qu'il a lui-même l'intégralité des commentaires du texte. C'est-à-dire que Lévinas a été gêné par le fait qu'il n'y a pas de commentaire. C'est une traduction. Alors, dans la traduction, ça intègre, et on voit ça dans ces papiers qu'on circulé, tout le commentaire, alors que chez Mendelssohn, il y avait un commentaire, en hébreu même, tout à fait extraordinaire. Mendelssohn traduit en Hochdeutsch avec des caractères hébraïques, donc pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, mais il y a un commentaire, ce qui est d'ailleurs la tradition juive la plus classique. En revanche, chez Buber et Rosenzweig, il n'y a que la traduction de la Bible, mais à l'intérieur de cette traduction de la Bible, on a glissé bien évidemment les commentaires d'Abravanel, Krautzolot, etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très exceptionnel, y compris même dans le monde juif où on lui a un peu reproché ça, encore une fois, et Lévinas c'est pas le seul. L'histoire de Jean Pilevitch, ça c'est une histoire très intéressante. Lévinas d'ailleurs lui-même n'est jamais retourné en Allemagne. Hein. On faisait des colloques sur lui, à la frontière justement à Fribourg, derrière Fribourg en Brisgau, chez les Dominicains, mais là, et alors effectivement, dans le cas de Jean Pilevitch, si vous voulez, ça, je crois que ça fait partie surtout quelqu'un qui savait tellement bien l'allemand comme lui, qui avait fait une thèse sur Schelling, dont le père avait traduit Freud, Zombart, etc. Est-ce que c'est la seule manière qu'il ait pu, justement on parlait tout à l'heure des gens qui ont eu du mal avec la sidération de la douleur de la Shoah, est-ce que c'est ça qu'il a trouvé? Parce qu'il avait des étudiants allemands qui venaient à son séminaire, qui venaient à... Et moi j'ai rencontré à Mayence des gens qui avaient fait quasiment leur thèse avec lui, etc. Donc là, c'est vrai, pour lui, il a peut-être profité de ça en disant là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais tu as raison, c'est très curieux parce que c'est une espèce d'automutilation vraiment incroyable, surtout pour quelqu'un, encore une fois, comme ça. Il y a Sonia qui va peut-être dire quelques mots là-dessus. Sur cette question, il y a la dimension de la question de la patrie portative. Et la langue allemande, pour tous ces juifs allemands émigrés, forcés à l'émigration, c'est, si vous voulez, c'est le reste. C'est le reste. Si on met toute l'Allemagne à la poubelle, il y a une chose qu'on garde, c'est la langue. Et ça, je pense que c'est ce qui a sauvé certaines personnes du désespoir, de se dire que la langue, elle est préservée. Alors que par exemple, quelqu'un comme George Steiner, il est voilà, la langue est contaminée, etc. Mais je pense que sans doute ils avaient trop aimé la langue, c'était leur langue aussi. Et s'ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays, alors ils gardaient la langue. J'enchaîne. Vas-y. Sur la question de... Alors moi je trouve ça très curieux aussi. La fin du chapitre de Rosenzweig qui clôt ces questions de dialogue, il y a des lignes qui ne sont pas très claires sur la question du rapport au monde, et puis il écarte et il passe à la question communautaire et historique. Donc, ensuite, il y a bien quelque chose qui est dans le rapport humain, mais c'est dans la question de la
liturgique, dans la relation au sein de la communauté. Mais il n'y a pas d'éthique de l'intersubjectif. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est une particularité de Rosenzweig, c'est sans doute aussi un manque, mais c'est une particularité qui mérite d'être signalée. Oui, je voudrais juste ajouter un mot, c'est très important parce qu'on a parlé, Arnaud tout à l'heure a dit, donc il y avait ce couple jeu et tu, et puis cette espèce de décadence avec ce jeu et cela, hein, le S, le on, mais justement, et Rosenzweig a été un des premiers à dire ça, en disant mais qu'est-ce qui se passe, qui est le nous? Oui, il est où le nous? D'un côté, M. Boubert, vous nous parlez de communauté, vous nous parlez de ça, et puis il n'y a pas de nous. Hein, et il y a effectivement là des gens. Oui, bien sûr, voilà. Et alors, pour la généalogie maintenant de toutes ces choses-là, Boubert, quand il a fait une réédition du jeu étu, il a lui-même donné une partie de ses sources et effectivement montré qu'il y avait, et ça c'est des choses simplement d'érudition, comme Arnaud l'a dit, chez Jacobi, chez Hermann Cohen. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les pensées, elles sont. Non pas l'atmosphère, mais elles arrivent en même temps, sur des pattes de colombe, mais en même temps. Donc Ebner, oui, mais il a lui-même expliqué sa différence avec ce bras Ferdinand Ebner. Gabriel Marcel, d'ailleurs Bachelard lui-même, quand il écrit, parce que c'est grâce à Bachelard qu'on va travailler, je vais vous lire une lettre absolument extraordinaire, parce que là aussi c'est une chose qui est tout à fait extraordinaire, de voir que c'est arrivé par Bachelard. Eh bien, Bachelard lui-même dit, mais enfin, M. Boubert, il faut absolument qu'on traduise ce jeu d'études parce qu'on trouve ça partout, et puis tous les gens ne savent pas d'où ça vient. Alors, l'histoire de jeu d'études, elle a été traduite en français, parce que Gaston Bachelard a rencontré donc Bachelard, souvenez-vous, vous vous souvenez de terminal, c'est l'épistémologie, l'histoire des sciences, l'athéisme de Bachelard qu'on aime et qu'on connaît, la psychanalyse du feu, l'air et les rêveries de la volonté, c'est le deuxième Bachelard. Le premier Bachelard, c'est un épistémologue pur et dur, c'est la théorie de la science. Ils se voient ensemble dans cet endroit tout à fait extraordinaire qui était Pontigny, où l'espèce d'Europe pensante se retrouvait entre les deux guerres et où Boubert a été avec Walter Benjamin et certains Allemands invités après la Première Guerre mondiale, ce qui était un peu difficile. Bachelard, connaissant l'allemand puisqu'il était épistémologue, était assez lié avec Boubert. Mais ils n'avaient rien en commun à part leur barbe blanche. Enfin, ils ont un air comme ça tous les deux d'alchimistes, hein, et des barbes blanches. Bachelard dit qu'il faut absolument traduire. Il va voir la veille, c'est des choses tout à fait fascinantes. Il obtient, il y a une traduction. À ce moment-là, on dit bon, Bachelard, c'est bien gentil, mais je l'étudie, on n'y comprend rien, Boubert, tout ça, il faut nous faire une préface. Alors Bachelard dit bon, très bien, je vais vous faire une préface. Il écrit cette lettre absolument extraordinaire à Martin Boubert, où il lui dit écoutez, moi, j'ai pas le temps de lire tout ce qu'on a écrit sur vous. Donc, envoyez-moi un petit mot là-dessus. Dites-moi amicalement une lettre inédite, enfin, entre-temps, je l'ai publié, mais c'est une lettre qui était dans les papiers d'Oubert de Bachelard. Dites-moi amicalement ce que vous aimez dans votre pensée, et je m'en ferai les germes de la réflexion. En quelques pages, vous me direz bien vite les idées fortes de vos livres principaux. N'oubliez pas que je ne suis qu'un pauvre acharné de raison, un homme du chiffre, un être qui ne saisit l'anxiété que dans les domaines de la raison, dans l'inconnu qui va venir et dans la pensée qui va se former. Et par vous, je sais qu'il existe un fond dans l'hier, un inconnu d'où l'on vient. Dites-moi, contez-moi ce voyage que je n'ai pas fait et je m'en ferai l'écho. Naturellement, je vous soumettrai comme l'élève à son maître les pages que j'écrirai sur vous. Fin de citation. Il y a les gens qui se demandent pourquoi on passe des années. On n'a pas ça tous les matins dans les archives, hein. Mais quand vous tombez sur des lettres comme ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.